Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les premiers résultats des grandes valeurs technologiques américaines et européennes qui déçoivent les investisseurs. La sanction a été sans appel hier soir après la clôture des marchés américains à la suite de la publication de Microsoft ou encore d'Alphabet Google. Les sanctions après bourse sont de l'ordre de 7% pour le cours boursier de ces deux grandes valeurs technologiques américaines, avec une croissance qui n'est plus suffisante aux yeux des investisseurs, il faut le dire ainsi, même si on observe encore des taux de croissance à deux chiffres très largement, par exemple pour la partie cloud de Microsoft, on sent quand même qu'il y a l'idée d'un ralentissement qui pourrait d'ailleurs se prolonger au cours des prochains trimestres, et c'est bien ce que surveillent les investisseurs. Du côté d'Alphabet Google, c'est la question de la publicité en ligne et des perspectives en matière de publicité en ligne qui sont un point d'interrogation là aussi pour le marché. Grosse sanction donc à attendre pour Microsoft et Google à l'ouverture des marchés américains tout à l'heure. Et puis pour la tech un peu plus dure, les semi-conducteurs, on notera également la sanction pour un titre comme Texas Instruments qui lui aussi a publié ses résultats hier soir après la clôture des marchés américains. Et puis dans le secteur du soft et des logiciels en Europe, on notera Dassault Systèmes qui plonge d'un peu plus de 3% après la publication là aussi d'une croissance qui ne semble plus suffisante aux yeux des investisseurs, malgré déjà une bonne partie de dégonflement de la valorisation de ces valeurs, hein, des titres qui ont perdu en moyenne 30% quand même depuis le 1er janvier. Mais visiblement, la situation d'équilibre n'est pas encore suffisante en termes de prix pour les investisseurs. La tech est donc sous pression. Néanmoins, on constatera quand même toujours la très bonne résistance des indices européens, notamment à mi-séance, avec un CAC 40 qui tourne autour de l'équilibre après plusieurs séances de rebond consécutives qui ont permis à l'indice parisien de revenir au-delà des 6200 points. Du côté des marchés des devises, et on en parlera spécifiquement dans cette édition de la mi-journée, on notera le retour de l'euro à parité contre dollar, un niveau qu'on avait franchement cassé à la fin du mois d'août. Ce retour à la parité de l'euro-dollar vient notamment d'une petite dépréciation du dollar qu'on observe depuis quelques heures, quelques jours maintenant, face à un ensemble de grandes devises. La force continue du dollar pose de nombreux problèmes, des nœuds de tension sur des marchés importants. On pense à l'euro bien sûr, mais on peut penser à la devise japonaise également. On comprend que la Banque du Japon, au nom du ministère japonais des Finances, a peut-être dépensé jusqu'à 40 milliards de dollars pour freiner la chute libre du yen qui était encore à plus de 150 sur le dollar yen. Vendredi dernier, on se retrouve au niveau de 147 pour la parité dollar yen aujourd'hui en ce début de semaine. Voilà pour le paysage global des marchés. Nous parlerons de stratégie d'investissement avec deux invités qui vont se succéder dans cette demi-heure. Alain Guélénoc, le président du directoire de Fédéral Finance Gestion, et Delphine Arnaud, qui est gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Et c'est d'abord Alain Guélénoc qui est à nos côtés en plateau, le président du directoire de Fédéral Finance Gestion. Bonjour Alain, bienvenue. Bonjour, ravi d'être avec vous en plateau aujourd'hui pour évoquer le changement structurel peut-être en matière de taux sur le marché obligataire. Je crois que depuis un an, les messages sont arrivés là où ils devaient arriver. On a compris qu'on était sorti des taux zéro et des taux négatifs. On a compris également peut-être qu'on n'était pas prêt de revenir à une situation de taux zéro et de taux négatifs. La correction obligataire qui nous occupe depuis plus de 10 mois maintenant, depuis près d'un an, c'est évidemment le sujet majeur pour les investisseurs. Comment on peut d'ailleurs caractériser peut-être cette situation? Est-ce qu'on parle franchement aujourd'hui d'un nouveau paradigme, l'idée d'un schéma de marché qui s'installe pour durer, Alain? Et est-ce qu'on y voit un peu plus clair peut-être sur le niveau d'arrivée des taux effectivement aujourd'hui qui n'arrêtent pas de remonter quand même depuis 10 mois maintenant? Oui. Un nouveau paradigme, oui, en tout cas, c'est un changement profond, structurel, qui rebat les cartes complètement pour les investisseurs, pour les épargnants. Juste quelques mots.
Il y a quelques mois, on était en taux négatif quand on avait de la trésorerie. Les grandes entreprises internationales, les gros institutionnels investissaient leur trésorerie à taux de rendement négatif. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui va nous amener autour de 2% sur un fonds monétaire ou sur l'Ester à horizon de la fin d'année. Donc c'est déjà un gros choc. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les taux d'intérêt long terme ont retracé, ont monté en 9 mois d'un niveau sur lequel ils avaient baissé pendant 10 ans. Peu ou prou, on est revenu au niveau d'il y a 10 ans sur les taux long terme. C'est un choc que nous n'avons jamais vu depuis 1994 et c'était une autre période, une autre époque, mais enfin c'est un choc très important. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que les primes de risque sur tous les émetteurs obligataires se sont reconstituées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un émetteur qui emprunte, quel que soit son secteur, il est obligé de payer ce qu'on appelle un spread de crédit qui est beaucoup plus important qu'il y a quelques mois. La conséquence de tout cela, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on retrouve des taux d'intérêt qui rémunèrent très correctement l'épargne. On a fait des placements cette année à des taux largement supérieurs à 4% sur des obligations investment grade, sur des maturités de 5-6 ans. C'est le top de la courbe des taux. Bref, on retrouve de la valeur sur le marché obligataire. Donc ça permet déjà, pour les investisseurs institutionnels, de se trouver des belles opportunités et pour nous, en tant que société de gestion, de proposer des nouveaux produits à nos clients. Donc on y reviendra. Ça redonne de la créativité, ça réoriente les flux d'épargne très clairement. Oui, on va revenir sur ces opportunités d'investissement que cette situation permet de retrouver aujourd'hui pour différentes catégories d'investisseurs, institutionnels, mais aussi peut-être des investisseurs privés particuliers, Alain. Est-ce que la situation est stabilisée? Parce qu'effectivement, ça fait 10 mois qu'on se dit, bon, les taux vont monter jusqu'à 2,5, jusqu'à 3, jusqu'à 3,5. On est à plus de 4 aujourd'hui sur la courbe des taux aux États-Unis. Évidemment, plus le temps passe, plus on imagine qu'on arrive au point d'arrivée. Mais on a quand même, vous le disiez vous-même, un drawdown, un crack obligataire de plus de 20%, je crois, du pic au creux. Ce qui, dans l'histoire, en tout cas, il faut remonter plusieurs générations en arrière pour imaginer à nouveau un tel scénario. Est-ce que la situation est à peu près stabilisée? Je pense que c'est prématuré de dire que la situation est stabilisée. Une bonne partie du mouvement a sans doute été fait. En tout cas, si on regarde les guidance de la Fed et de la BCE, on a l'impression que les choses sont assez claires, sont écrites. Après, depuis quelques jours, par exemple, les taux long terme se redétendent parce que on va vivre au rythme des chiffres économiques qui vont sortir, des nouvelles politiques aussi, qui ont joué un rôle important dans la période récente. Donc, pour moi, la situation n'est pas encore suffisamment claire pour se stabiliser. Donc, il va y avoir des allers-retours. Confère ce que nous avons vécu au mois de juin, souvenez-vous, les taux d'intérêt se redétendent pendant le mois de juillet, et puis à la rentrée, à partir du mi-août, ça se retend. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un deuxième épisode de ce type-là? J'en suis pas certain, je ne sais pas. Et objectivement, je pense que Malin est celui qui sait le dire. Donc la situation n'est pas stabilisée. Mais justement, le fait que cette situation nous ait permis de prendre de la hauteur, on retrouve des opportunités. Donc la créativité, comme je le disais, elle est là. Pour des particuliers aujourd'hui, beaucoup de banques, d'asset managers proposent des fonds à échéance. On retrouve de la valeur. Des fonds à des taux à 4-5% sont tout à fait possibles, voire même au-delà pour du rendement. Les assureurs vie retrouvent des taux d'intérêt pour investir qui sont supérieurs au taux de leur tombée. Donc ça y est, enfin, le taux du fonds en euros est en train d'être relué. Donc on retrouve de la hauteur. Et puis enfin, on pourrait parler de produits structurés, mais on a des tas de choses. Oui, bien sûr. Mais on va reprendre les points dans l'ordre. Donc je comprends. On est encore dans une phase peut-être de turbulence, une phase de transition vers ce nouveau régime de marché qui offre déjà des opportunités d'investissement. Je reprends un peu dans l'ordre et dans la hiérarchie des risques, d'une certaine manière, Alain. Le monétaire, oui, moi je ne sais même pas si un jour dans ma carrière, j'ai parlé de l'intérêt du monétaire. Ça fait environ 10 ans que j'observe les marchés, donc je suis la génération QE forever, évidemment, et je n'ai pas eu l'impression que ce type de produit, j'en ai pas entendu beaucoup parler depuis 10 ans. Là, je n'entends plus que parler du monétaire comme étant une première étape pour l'investisseur. Non, c'est une bénédiction. Aujourd'hui. Vous venez sur des fonds monétaires, faites des placements court terme, vous avez une trésorerie qui est rémunérée. Alors, elle est en taux réel négatif pour l'instant. Je pense que dans les mois qui viennent, justement, si les banques centrales réussissent leur action, on devrait retrouver du taux positif. Taux réel positif et avec une liquidité quotidienne. C'est formidable. Moi, j'ai connu la belle époque des fonds monétaires à plus de 10%. Franchement, c'est un bon refuge pour l'épargne. Et aujourd'hui, vu la période de récession qui se profile, ça risque, je pense que ce sera un déplacement
privilégié par pas mal d'investisseurs parce que ça les met à l'abri des turpitudes des marchés à risque. Ouais. Donc très clairement, oui, c'est une belle opportunité. Partant du monétaire, là, quelles sont les autres opportunités qui s'ouvrent dans l'échelle Alors, des risques J'ai parlé des fonds à échéance. Ouais. Les fonds à échéance, c'est vraiment des produits intéressants en ce moment parce que voilà, ça permet de bloquer un placement sur une certaine durée. Je mettrai juste un bémol, c'est sur la liquidité. On a un marché obligataire qui a quand même perdu de sa liquidité maintenant depuis quelques années, notamment du fait que les banques centrales vont diminuer leurs interventions sur le marché obligataire, la BCE en grande partie, et que les market makers sur le marché obligataire sont moins actifs. Donc la liquidité, il ne faut surtout pas s'aventurer en fait sur le marché obligataire lorsqu'on est un particulier et qu'on part la fleur au fusil acheter des obligations. Si on a la volonté de sortir d'ici quelques mois, c'est à éviter. Parce que c'est vraiment un marché réservé à des professionnels, donc je déconseille fortement. Mais les fonds à échéance sont des très beaux produits promus par pas mal de sociétés de gestion. De quel type d'échéance on parle? Quel type d'émetteur on a envie d'avoir dans ces fonds? Est-ce qu'on veut loquer sur une courte période peut-être du taux high yield d'une certaine manière? Est-ce qu'on préfère peut-être avoir des échéances plus longues avec du taux de meilleure qualité, investment grade? Alors les deux sont possibles. Alors mes collègues de Shell Sherbrooke Gestion vont sortir un fonds à échéance 2027-2028 sur du haut rendement. Et ce sont des spécialistes du rendement, donc on peut leur faire confiance pour bien gérer le risque, avoir des portefeuilles très granulaires, etc. Donc je pense qu'on va avoir des promesses de rendement qui seront de 6-7%, voire au-delà. Donc c'est quand même des produits, je vous dis, qui offrent réellement une possibilité. Après, pour un client qui est plus conservateur, plus prudent, on va aussi faire des fonds à échéance investment grade. Ça sera par exemple nous ce qu'on va faire chez Fédéral Finance Gestion. On va certainement sortir un fonds à échéance qui sera plutôt sur du green bonds parce qu'on a toujours ce souci aussi de la diversité et de l'impact de nos investissements. Donc voilà, ça, les deux sont possibles. Donc selon la typologie du client, son souci de préserver l'environnement, sa volonté de prendre du risque ou pas, c'est possible. En général, ce sont quand même des fonds sur des échéances 5-6 ans, parce qu'encore une fois, c'est là où on a le pic de la courbe des taux. Ça me semble le meilleur couple rendement-risque, compte tenu de la situation actuelle des marchés. Ça peut évoluer aussi d'ici quelques semaines, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je verrais comme possibilité. Vous évoquiez également l'actif général, le fonds euro. Oui. Là aussi, à partir de quel moment est-ce qu'on va voir l'effet relutif, justement, de cette hausse des taux qui permet, comme vous l'avez indiqué, aux assureurs de réinvestir avec de meilleurs rendements que ce qu'ils avaient dans le passé? On est déjà en train de reluer le taux, puisque, comme je l'ai indiqué, nos investissements actuels sont supérieurs au taux des taux. Bon, simplement... Très nouveau. Pendant 10 ans, c'était l'inverse. Chaque fois qu'on réinvestissait, le taux était toujours plus bas. La dernière fois que je l'ai vu, c'est en 2012, lors de la crise des dettes souveraines, où on avait réussi à augmenter le taux de rendement du portefeuille. Mais vous voyez, ça fait 10 ans. Cette année, ça y est, ça se renouvelle, c'est une bonne chose. Et là, j'ai l'impression que c'est plus profond, plus long. Alors, ceci étant, quand vous avez un actif dont la maturité moyenne est de 6 à 8 ans, il n'y a qu'une partie du portefeuille qui est renouvelée chaque année. Donc ça met du temps à se déployer, le rendement. Donc l'effet relutif, il va se déployer sur plusieurs années. Donc on va le sentir petitement, je dirais, sur l'année 2023, les rendements Les assurants vont vouloir montrer qu'il se passe quelque chose, quand même. Oui, sans doute. Oui. Je ne suis pas assureur. Non, bien sûr. C'est la décision de l'assureur, mais très clairement, oui, parce que la compétition de l'épargne bancaire rémunérée va être forte. Bien sûr. Et il va falloir quand même préserver nos avoirs. Donc ça devrait aider, sachant que l'assurance vie garde énormément d'attrait par ailleurs. Donc malgré un rendement qui va avoir du mal à se déployer et d'impacter la hausse immédiatement, ça reste quand même un placement, le placement. Mais bien sûr. Et cette inertie, oui, elle va jouer quand même sur plusieurs années. Donc ce mouvement-là, il va comme vous le disiez, il va se déployer sur plusieurs années. On entend beaucoup parler aussi du retour des produits structurés. Tout à fait. Alors moi, j'ai connu une période où ces produits-là étaient quand même un peu décriés parce qu'il y a eu peut-être des erreurs de fait, on va le dire comme ça. Il y avait un côté boîte noire, en tout cas, dans la perception des investisseurs finaux. Pourquoi est-ce que c'est un bon moment, là, aujourd'hui, pour revenir peut-être sur des produits structurés? D'abord, parce que la hausse des
des taux, des taux et de la volatilité, nous redonne de la valeur pour créer des produits structurés. On passe en fait de produits qui étaient à capital protégé vers des produits qui sont à capital très protégé, voire à capital garanti. On retrouve de la créativité, de la possibilité de vraiment de faire des beaux produits structurés. Chez Fédéral Finance Gestion, on a lancé récemment un fonds autofocus transition climat, labellisé, premier fonds à formule labellisé en France, et qui offre 6% de coupons garantis les 2 premières années. Ensuite, il y a une protection sur le coupon, et au bout de 9 ans, on est remboursé avec une protection qui est très sécure. Donc, on retrouve ce type de produit qui vraiment permet d'adresser les demandes de clients qui sont à la recherche de compléments dans leur portefeuille, mais aussi avec du rendement qui est, comme vous le voyez, c'est quand même intéressant, 6%. Donc, on ne pouvait pas faire ça. Il y a presque 6 mois, on ne pouvait pas le faire. Et là, brutalement, on retrouve ces capacités de créativité. Au-delà de la logique de rendement, pour finir, Alain, comment est-ce que vous regardez l'investissement direct dans les marchés actions ? On va en parler avec Delphine Arnaud d'Edmond Rothschild AM dans un instant, mais à ce stade, ce 26 octobre 2022, comment vous regardez l'idée de l'investissement en actions en direct ? 2 choses. Les PE sont relativement bas, avec un doute sur l'évolution des résultats des entreprises. Ça dépendra de l'ampleur de la récession qui s'annonce. Donc, première chose. Donc, en termes de PE, en tout cas, ça semble plutôt pas mal. Les primes de risque, comme je vous le disais, elles ont été reconstituées sur le marché obligataire. Et quand on regarde les primes de risque des marchés actions comparativement au marché obligataire, il me semble qu'aujourd'hui, cette prime de risque n'est pas suffisamment protectrice pour le marché actions. Alors, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut être extrêmement sélectif sur les actions. Mais en même temps, c'est sûr que si on a une bonne surprise, vu l'anxiété actuelle des investisseurs, vu le fait que les marchés ont corrigé énormément, on pourrait avoir des rebonds assez surprenants. Donc, il y a un peu d'asymétrie là aujourd'hui. Et en fait, on revient à la question que vous posiez initialement. Quelle sera l'attitude des banques centrales ? Et c'est ça qui donnera le là du marché action. Bon, on aura déjà une réponse avec la BCE demain, pour une décision qui sera sans surprise 75 points de base, mais on attendra de voir la suite. Et puis la Fed qui se réunit la semaine prochaine, là aussi, sans doute, très probablement, pour continuer sur un rythme de hausse de 75 points de base. Merci beaucoup Alain. Alain Guélénoc, président du directeur de Fédéral Finance Gestion, qui était avec nous en plateau pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. Oui, zoomons encore un peu plus sur le marché action avec Delphine Arnaud qui est à nos côtés aussi en plateau pour cette édition de la mi-journée, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Delphine. Bonjour. On n'est pas à l'abri que le mois d'octobre soit un mois positif pour les indices actions en Europe et peut-être aux États-Unis également. Comment on explique cette résilience, voire cette tentation de rebondir qu'on observe aujourd'hui sur les marchés actions ? On a plusieurs éléments. Tout d'abord, sur les craintes du marché qui peuvent être un peu apaisées. Notamment, on avait peur que l'inflation overshoot à la hausse. Et on a pas mal d'éléments qui nous laissent penser que l'inflation pourrait, au moins dans sa partie transitoire, reculer un petit peu. Donc ça fait baisser la pression également sur les taux d'intérêt. On voit les taux d'intérêt longs qui se replient un petit peu. Et puis, on était arrivé à des valorisations extrêmes et des mouvements de dégagement de portefeuille, notamment des fonds de pension anglais, qui laissaient aussi des opportunités d'achat à bas. À bon compte, très bon compte, même peut-être pour certains types d'actifs. Ouais. Voilà, donc ça a permis, de se repositionner un petit peu à l'achat dans les portefeuilles, notamment sur les actions européennes, c'est là où les valorisations sont les plus basses, et c'est là où la Banque Centrale Européenne est aussi la moins encline à en faire trop sur son cycle de resserrement monétaire. La Banque Centrale Européenne, en fait, elle doit monter les taux, non pas parce qu'elle a une demande qui serait en surchauffe, c'est pas le cas, mais plutôt parce qu'en fait, elle a un problème d'inflation énergétique. Et si on voit l'inflation énergétique rebaisser avec le prix du gaz, finalement, ça lui laisse plus de marge de manœuvre pour ne pas faire toutes les hausses de taux
qui sont pricés par les marchés aujourd'hui. À horizon juillet prochain, les marchés attendent un taux terminal à 2,80. Ça nous semble un peu beaucoup, et si elle pouvait en faire moins, je pense qu'elle en ferait moins. Ouais. Est-ce que, encore une fois, sur la partie action notamment, est-ce qu'on garde en tête quand même ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire à la fois le côté très positif, le rebond qu'on a pu avoir sur 5-6 semaines entre juillet et mi-août, rebond qui a été d'une violence extrême, d'une vitesse très très importante, mais qui s'est terminé, et c'est la seconde partie de l'histoire, qui s'est terminée quand même dans la douleur avec une nouvelle purge qui nous a amené sur les points bas qu'on connaissait encore fin septembre ou début octobre. C'est un schéma dont on se dit qu'il risque de se reproduire à nouveau là, sur ce court terme, ou est-ce que l'histoire peut être un peu différente cette fois ? Alors en fait, les marchés actions, ils avaient ils ont toujours trois raisons de baisser. La première, c'est que les taux d'intérêt réels ont beaucoup monté, et donc il faut revaloriser tous les actifs. Les actions ne sont pas exemptes. On pense que l'essentiel du chemin a été fait, sauf si l'inflation venait à surprendre encore à la hausse, qui est moins notre scénario aujourd'hui. Donc ça, on a plus de conviction à ce stade sur le fait que l'inflation va arrêter de surprendre à la hausse, peut-être dans les prochains mois. Oui, en fait, cette inflation, donc il y avait toute la problématique de la supply chain, de l'énergie, et puis aujourd'hui, la focale, notamment aux États-Unis, c'est sur les loyers. Mais en fait, quand on regarde des données plus haute fréquence, des publications de sites internet qui agissent sur le marché du loyer, eux voient une baisse des loyers, donc ça laisse entrevoir une moindre pression. Et donc le premier choc sur les actions, c'est cette histoire de taux réel. Le deuxième choc, ça ne concerne pas toutes les actions, ça concerne les actions les entreprises qui ont beaucoup bénéficié d'un super cycle, un mini super cycle du Covid. Et donc on pense bien sûr à Netflix parce que les gens étaient chez eux, mais en fait il faut regarder également des actions comme Google qui ont vu leur croissance des ventes aller jusqu'à 40%, alors que ce sont plutôt des entreprises méga cap tech qui arrivait sur une phase de maturité. Donc, normalement, on n'anticipait pas une réaccélération des ventes. Et en fait, ça, le marché, il va falloir qu'il prenne acte du fait que ce n'était qu'un super cycle, un mini super cycle, et Google va revenir sur des croissances plus raisonnables. C'est ce qu'on commence à voir avec les résultats, effectivement. Et c'est ce qu'on a vu avec les résultats du Q3 hier soir. Pareil pour Microsoft, mais dans une moindre mesure. Donc, Microsoft avait vu ses ventes accéléré à plus 20, bien évidemment qu'on va devoir revenir sur du plus 15. Et ça ne se valorise pas avec le même PE 40 de croissance. Et donc, on a eu un cycle de super profits. Google, pendant le Covid, a doublé ses profits, ses EPS en 2021. Il faut qu'on revienne sur quelque chose de plus normalisé. Voilà. Et le troisième choc sur les actions, c'est la récession qui arrive devant nous. La plus attendue de l'histoire. La plus attendue la plus souhaitée même, peut-être, diront certains. Mais si c'est pas une surprise. Mais si on dit qu'en fait, on a déjà pricé l'effet des taux réels, qu'on n'a pas encore pricé complètement pour les méga caps le retour à de la normalité, ça veut dire qu'on n'a pas du tout pricé encore la récession. Les EPS aux États-Unis ont été révisés à la baisse sur le Q3 au cours des tout derniers mois. Ça nous semble encore pas suffisant. Par exemple, sur Google aujourd'hui, tous les analystes étaient à l'achat. Il n'y en avait que 4 qui étaient en hold, donc neutre, et aucun à la vente. Donc, il y a encore des biais. Il y a encore des biais très forts. Voilà, je pense que la récession n'est pas encore dans les cours. Et des entreprises comme Google ou Microsoft, ce sont des entreprises qui sont cycliques et qui sont tributaires des dépenses des entreprises. Donc, la dépense de publicité pour Google ou des dépenses des dépenses informatiques pour les entreprises. Après, nous, on reste confiants dans ces entreprises-là. On veut juste attendre de les acheter au bon prix. Et aujourd'hui, pour l'instant, on n'y est pas. En fait, on reste confiants parce que les résultats d'hier nous l'ont prouvé. Sur le cloud, qui est une tendance séculaire qu'on aime bien, ils n'ont pas déçu. Non. C'est encore 40% de croissance chez Azure, je crois, chez Microsoft.
parle quand même 40% de croissance pour un business qui a atteint une taille considérable. Si on dit un mot des devises, Delphine, c'est intéressant parce que depuis quelques heures, quelques jours, je ne sais pas si c'est une tendance qui se dessine, mais on voit un dollar un peu moins fort. Néanmoins, qu'est-ce que ça a coûté à certains États et à certains gouvernements? Je pense notamment au Japon. J'ai lu, je crois que d'ailleurs, ils ne veulent pas trop confirmer les dernières interventions qu'il y a pu y avoir. Mais certains estiment que le Japon, le ministère japonais des Finances, avec la Banque du Japon, a peut-être dépensé jusqu'à 40 milliards de dollars pour freiner la chute du yen, avec un succès qui peut paraître mitigé. Je vous passe la parole à ce sujet, Delphine. Oui, là, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est surtout qu'on est passé d'un playbook restriction monétaire à un playbook vers la récession. Et dans ces cas-là, en fait, ce qui était pression haussière sur les taux et pression haussière sur le dollar, ça va avec, est en train... très récemment, de s'estomper. Et donc ça fait un vrai soutien à certaines devises depuis quelques jours. Je dirais autant que l'intervention de la Banque centrale japonaise. Ce qu'on a entendu, c'est qu'elle était intervenue pour 20 milliards en septembre et que là, elle aurait fait plus cette fois-ci. Donc vous voyez qu'en fait... c'est un jeu difficile parce que le plus elle agit, le plus elle va devoir agir la prochaine fois. Et pour un résultat qui est moins bon que la dernière fois. Ça met nous. Et alors, ça met nous. En fait, le souci qu'ont les banques centrales, et ça a été théorisé par Mundell et Fleming dans les années 50, c'est que vous avez un triangle d'incompatibilité dans vos objectifs. Vous pouvez pas, une banque centrale ne peut pas à la fois stabiliser ses changes, à la fois prévenir de la fuite des capitaux et à la fois s'occuper de sa politique interne qui est réduire l'inflation quand il y en a et soutenir la croissance quand il en manque. C'est incompatible, ces trois choses. Donc là, en fait, les banques centrales autres que, que la Fed sont focalisées sur défendre leurs devises. Et on parle du Japon, on pourrait parler du UK récemment, de la zone euro, de la BCE. La BCE, elle n'a pas tant que ça envie d'augmenter ses taux. Elle fait juste un accompagnement un peu contraint pour éviter que l'euro se déprécie trop. Et c'est ce que fait également le Japon. Mais comme le Japon ne veut pas bouger sur les taux, il est obligé de le faire par des interventions. Et qu'est-ce qu'il fait quand il intervient, le Japon ? En fait, il vend des obligations d'État. Donc, quand ils vendent des obligations d'État américaines, ça fait monter les taux américains. Du coup, ça fait une fuite des capitaux, un attrait pour le 2 ans américain. C'est fabuleux. Vous pouvez aujourd'hui acheter du taux 4,50, 4,60 le 2 ans américain. Alors, c'est un peu baissé, mais vous pouviez l'acheter à 4,50. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 4,20, 4,40. Et en plus, vous l'achetez avec un euro à parité, donc c'est encore mieux qu'avant. Du coup, cette fuite de capitaux vers les obligations américaines renforce encore le dollar. Et là, vous êtes dans la boucle et vous devez à nouveau réintervenir. Le seul salut pour la BOJ, et également, on pourrait parler Singapour, Hong Kong, qui eux ont des monnaies pégées au dollar. Le seul salut, c'est un pivot de la Fed. Et alors, pour ce pivot de la Fed... on a essayé de se mettre dans la feuille de route de la Fed et de regarder ce qu'elle regarde aussi. Son tableau de bord, ses indicateurs clés du moment. C'est KPI du moment. Et alors, les KPI du moment, pour savoir quand est-ce qu'elle va pivoter et pour quelles raisons, on va avoir le 28 octobre prochain, on va avoir le PCE et notamment le Core PCE. Ça, on sait que c'est un indicateur phare. Je vous l'ai dit, il y a pas mal d'indicateurs qui nous laissent penser que tout ce qui poussait en fait ce Core PCE, on était à 0,7, à 0,6 pardon, sur un mois, ce qui faisait un rythme annualisé à 7. Ce sont les loyers, les voitures neuves. Et quand on voit les voitures d'occasion, on se dit que ça va se calmer. C'était de l'énergie, notamment les factures d'électricité et de gaz des citoyens américains. Et en fait, ce Core PCE, on ne pense pas qu'il va surprendre positivement tout de suite, mais en tout cas, on a la bonne trajectoire. Et le deuxième point, c'est le marché du travail. Il faut que ça se calme aussi, c'est dans sa feuille de route. Là, Boulard nous donne un indicateur donné par la Fed de Kansas. Cet indicateur, il nous dit on aurait dû réagir en mars 2021. Donc, on ne l'a pas fait. Donc, on va tarder à réagir. C'est un indicateur sur les conditions du marché de l'emploi, les quit jobs, le participation rate. On a du mieux,
mais sauf qu'il va falloir que ça se détériore et qu'on rentre dans le rouge Je comprends. pour qu'elle intervienne. Parce qu'on est parti trop tard, il faudra peut-être qu'il y ait un peu plus de Oui. dégradation que nécessaire sur ce marché du travail américain. Et exactement. Et alors le troisième indicateur, c'est Powell qui nous l'a donné. Lui, il veut voir un ratio job opening sur unemployment, donc un marché du travail qui se détériore fortement. Il le veut à 1. On est à 2, enfin proche de 2 toujours. On n'est Ouais. pas très loin de 2. Et pareil, on est en repli, c'est bien, on va vers la bonne trajectoire, mais on n'y est pas encore. Bon, patience alors. C'est ça, on voit les éléments se mettre en place, il faut que On a ça passé se le réalise pire. dans les chiffres. Ouais. On a passé le pire du fait de hawkishness selon nous, mais on n'a pas fini le chemin. Merci beaucoup, merci à vous deux et Delphine Arnaud qui était avec nous en plateau, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.